Bonjour à tous, bienvenue pour le 6h30. Aujourd'hui, dimanche 30 septembre 2018, nous sommes au troisième jour de la campagne pour les élections municipales et régionales, des élections prévues le 13 octobre prochain. Les candidats continuent d'investir le terrain pour convaincre les électeurs. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a regagné Abidjan ce samedi. Il revient de New York aux États-Unis où il a pris part à la 63e Assemblée générale de l'ONU. Au nom de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan a prononcé un discours à la tribune des Nations Unies. Discours dans lequel il a appelé à une réforme du Conseil de sécurité afin qu'il soit le plus représentatif du monde actuel et plus efficace. Il a par ailleurs multiplié les rencontres en marge de la 63e Assemblée générale des Nations Unies. On écoute le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Nous avons représenté le message du président de la République à l'Assemblée, à la grande session, avec comme thème pour l'essentiel, c'est comment faire en sorte que le système des Nations Unies soit proche des peuples et des pays qui la composent. Ce message a été passé de manière à pouvoir indiquer que la Côte d'Ivoire est favorable à ce que l'homme soit au cœur des préoccupations du système des Nations Unies. Et puis nous avons indiqué aussi ce que fait la Côte d'Ivoire dans le domaine favorable à l'homme, notamment en matière d'éducation, de santé, de cadre de vie, etc. La réunion spéciale du Conseil de sécurité, présidée par le président Trump, et concernant donc la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et aussi donc, disons, des armes chimiques et toxiques. Là aussi, nous avons représenté le président de la République et ça a été une excellente réunion. Mais je crois que l'un des clous de ce séjour, c'était la rencontre avec le secrétaire général Guterres, parce que le président de la République a souhaité qu'on le rencontre, d'abord pour le remercier de tout ce que le système des Nations Unies a fait pour la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouvait en 2011, à l'issue donc, disons que de cette mini-guerre civile qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et vous voyez maintenant que la Côte d'Ivoire est en paix, en sécurité et en développement. Et non seulement ça, la Côte d'Ivoire est membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est quelque chose d'extraordinaire, du presque jamais vu. Et disons que au-delà des efforts nationaux par le chef de l'État, du gouvernement et la population ivoirienne, la communauté internationale s'est mobilisée pour la Côte d'Ivoire. Il fallait profiter de l'occasion pour dire merci à cette communauté internationale à travers son secrétaire général. Je veux aussi ajouter que le président a demandé qu'on passe le message comme quoi la Côte d'Ivoire, justement, en retour, est prête à participer aux opérations donc, de maintien de la paix et confirmer que nous avons des contingents qui sont prêts ici au niveau de la Côte d'Ivoire pour intervenir, notamment au Mali ou en RCA, en République centrafricaine. Ça a été bien accueilli, ils vont étudier les modalités pratiques de cet élément-là. On a senti un intérêt très très fort pour les opérations de développement en Côte d'Ivoire et beaucoup d'entreprises ont exprimé donc leur désir d'investir à nouveau ou bien de développer l'investissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais, en marge de la 63e Assemblée générale de l'ONU, le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a accordé plusieurs audiences à New York. Des personnalités politiques et du monde des affaires ont échangé avec Daniel Cablon-Duncan. La première à s'entretenir avec le vice-président ivoirien était la présidente de l'Estonie. Compte rendu, Abiba Dambélé-Saoui. De nombreuses rencontres bilatérales à l'agenda du vice-président en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Estonie, qui voudrait intégrer le club très fermé de membres non permanents du Conseil de sécurité, est venue solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Sa présidente, Kersti Kaljulaï, souhaite le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Estonie. On a trouvé qu'on a beaucoup de choses communes et aussi on a invité vos spécialistes dans le numérique et digital pour retrouver peut-être votre moyen de travailler avec ce développement. Peut-être il y a quelque chose qu'on peut aider vous de développer votre pays. Le vice-président et ministre des Affaires étrangères de la Guyane, Karl B. Grunidge, s'est dit impressionné par les progrès économiques réalisés par la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Elle a été suivie par le premier vice-président de la République du Soudan du Sud, Taba Deng Gaï, qui est venu s'inspirer du processus de sortie de crise de la Côte d'Ivoire. Il voudrait œuvrer par ailleurs au rapprochement du Soudan du Sud
et de la Côte d'Ivoire. Le vendredi matin, ce sont des organisations et responsables d'entreprises qui ont sollicité le vice-président. Tout d'abord, M. John Neverzol de CO ADP Group. Nous sommes venus rencontrer le vice-président pour préciser notre investissement sur deux grands projets. Le premier projet, c'est un centre d'excellence de cancérologie qui est en construction et qui va être en construction bientôt. Il y aura un investissement à peu près de 100 millions de dollars, à peu près, je vais dire, 50 milliards de francs CFA, qui est déjà, tout est déjà en place. Nous apprêtons à lancer, nous sommes venus annoncer cette bonne nouvelle. Le deuxième, c'est que nous avons aussi un projet qui est aussi avancé, qui est un centre de traitement logistique dans la zone logistique de PK24, et aussi qui est bien lancé pour un investissement de 150 millions de dollars, à peu près 115 milliards de francs CFA. Il a été suivi par M. Alex Dimitriev, PDG du CE Global Growth Organization. Donc ce fut un privilège de rencontrer le vice-président aujourd'hui. Nous avons eu des discussions très intéressantes et productives autour notamment de la collaboration entre GE et la Côte d'Ivoire sur des projets de génération électrique et d'infrastructures électriques, et également dans le domaine de la santé, collaboration à la fois avec le secteur public et le secteur privé. Les principales organisations juives internationales et américaines ont échangé avec le vice-président. La délégation était conduite par M. Daniel Marchiachin. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, des relations de la Côte d'Ivoire et particulièrement le rôle important que la Côte d'Ivoire joue au Conseil de sécurité aux Nations Unies et sensibiliser la Côte d'Ivoire sur certaines questions assez importantes. Nous avons pensé aussi que cette relation est productive et sur les questions au Moyen-Orient et aussi sur les questions de renforcement des relations avec les États-Unis. La dernière audience a été accordée à M. Weiss, CEO du groupe Fortress Energy, mission accomplie pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a représenté le président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. La Côte d'Ivoire a été élue le 1er janvier 2018 membre du Conseil de sécurité de l'ONU et en assurera la présidence tournante au mois de décembre. Un mot de santé. La Journée mondiale du cœur est célébrée cette année au rond-point de la rue 12 à Trècheville. L'édition 2018 a pour thème l'insuffisance cardiaque. Elle est marquée par des séances de dépistage gratuites de l'hypertension artérielle, des sensibilisations, des consultations, des soins et des séances de fitness. Sephora Zegui, Alvorassa. Le rond-point de la rue 12 de Trècheville, transformé en salle de consultation géante. Les populations venues se faire ausculter répondent ainsi à l'appel du ministère de la Santé à travers la Fondation des maladies du cœur. En tout cas, c'est une bonne chose, une bonne initiative. Sans ça, tu es là, un matin, on te dit que tu as AVC. Tu vas faire comment si tu ne te contrôles pas? Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17,5 millions de décès sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Ce que je remarque surtout, c'est des problèmes de surpoids. Donc faire attention à ne pas manger trop de sel, trop de sucre, trop de gras, consommer beaucoup de légumes, réduire un peu les féculents. Quand on en consomme trop, les féculents, c'est tout ce qui est riz, attiéké, pâtes, pommes de terre, etc. Et surtout, ce qui est le plus simple à faire, c'est la marche, l'activité physique. Cette journée dédiée à la sensibilisation sur les maladies du cœur vise à informer les populations sur les facteurs de risque liés aux maladies du cœur. Comme vous le voyez derrière nous, il y a un certain nombre de stands où il y a des gestes qui sont effectués. Ce sont des gestes de dépistage. En premier lieu, il y a l'hypertension artérielle qui est un grand pourvoyeur d'insuffisance cardiaque. En plus, il y a les contrôles de glycémie, il y a la prise de poids, il y a la prise d'autres constantes. L'obésité, la mauvaise alimentation, la carie dentaire et le manque d'activité sportive peuvent être les causes des maladies cardiovasculaires. La Journée mondiale du cœur a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est célébrée le 29 septembre de chaque année.
Parlons culture. La journée mondiale du café sera célébrée le 1er octobre prochain. En prélude à cette journée, l'artiste photographe Thierry Nangbo expose actuellement une trentaine d'œuvres photos sur la filière café. Dans cette exposition, Thierry Nangbo décrit un partage d'expériences entre les producteurs, les usines et les distributeurs de café. L'idée est de mettre en lumière tous ces hommes et toutes ces femmes qui valorisent le café que nous consommons tous les jours. Mahama Traoré. Comment est produit le café? Comment est-il transformé? Comment est-il distribué? Thierry Nangbo répond à toutes ces questions à travers les images captées par l'objectif de son appareil photo. Un mois durant, ce photographe professionnel a suivi et immortalisé des moments de partage d'expériences sur le terrain entre producteurs, transformateurs et distributeurs. L'idée à la base était de montrer le processus de fabrication, mais plutôt sur le côté humain des choses. Donc il a fallu dans un premier temps que les gens de l'usine se rendent dans une plantation pour voir un peu comment ça fonctionne et vice-versa. Après, les gens des plantations se sont rendus en usine et ont fonctionné. Il s'agissait pour moi de capter des émotions. Au-delà de l'émotion suscitée, la trentaine de clichés de Thierry Nangbo révèle l'histoire que cache chaque tasse de café. D'où le soutien de la seule entreprise transformatrice de café en Côte d'Ivoire à l'initiative de Thierry Nangbo. Une initiative qui met en lumière les hommes et les femmes qui cultivent, transforment et vendent le café. Je pense qu'au final, ça va les rendre plus fiers de ce qu'ils font. Et ils vont voir la valeur ajoutée et ils vont se dire finalement, ce produit-là, il arrive dans la bouche du consommateur. Et donc, je pense que j'en prendrai un peu plus soin parce que je sais quelle est la finalité du produit. Il y a de quoi vraiment à se nourrir de beaucoup d'espoir en ce qui concerne donc la culture du café. Et donc pourquoi pas permettre à d'autres personnes de s'adonner à cette culture qui est vraiment très porteuse. Cette exposition photo se tient en prélude à la Journée mondiale du café célébrée chaque 1er octobre. Elle refermera ses portes le 4 octobre prochain. Religion à présent, les 255 chrétiens évangéliques ivoiriens poursuivent le pèlerinage 2018 en Israël. Ils ont visité mercredi dernier plusieurs sites, notamment le tombeau du Christ, la montagne du Sion et le mur de lamentation. Le témoignage de Juliette Ouya. Le tombeau de Jésus-Christ, l'un des endroits clés du pèlerinage chrétien en Israël. Les 255 pèlerins évangéliques ivoiriens se sont recueillis ce mercredi au jardin de Jérusalem, lieu abritant la tombe du Christ selon le protestantisme. Pour pénétrer dans le caveau, ils ont formé des petits groupes de 5 à 6 personnes. La Bible explique que Jésus crucifié et enseveli y a séjourné pendant 2 jours. Le 3e jour, il a triomphé de la mort par la résurrection. Il est parti avec tous nos péchés, toutes nos douleurs. Et je pense dans mes prières à la Côte d'Ivoire. C'est un grand témoignage pour moi de savoir que là, mon Seigneur a été couché, mais il est ressuscité et il vit éternellement. C'est ma première fois de venir en Israël et je suis très heureux parce que j'ai cru à ce que je n'avais pas vu. Et j'ai prêché ce que je n'avais pas vu. Et aujourd'hui, je vis la réalité. Après la visite du tombeau du Christ, petit moment de prière pour célébrer la Sainte Seine. Les guides religieux et pèlerins ont partagé ensemble le pain et le vin, symbole du corps et du sang de Jésus-Christ. Plus tard, cap est mis sur la montagne de Sion, site du dernier repas pris par Jésus. Cette journée s'achève avec la visite du mur des lamentations, lieu saint selon la religion juive. Une foule de croyants s'est massée à cet endroit. Des hommes et femmes glissent leurs prières rédigées sur de petits papiers dans les fentes qui séparent les différentes pierres du mur. Le pèlerinage chrétien marquant la fête des tabernacles 2018 va s'achever le dimanche 30 septembre prochain. Nous restons hors de nos frontières au lendemain d'un tsunami destructeur qui a frappé le centre de l'île indonésienne des Célèbes. Il y aurait eu au moins plusieurs centaines de morts en raison de ce raz-de-marée. Il a été provoqué par un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Le nouveau bilan fait état d'au moins 384 morts.
Des élections législatives se tiennent aujourd'hui, dimanche 30 septembre, au Kurdistan irakien. Un scrutin pour renouveler le Parlement de la région autonome du nord de l'Irak. Ce sont les premières élections depuis le référendum pour l'indépendance du Kurdistan il y a exactement un an. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.